Diversité et unité de l'action publique et des services publics en France et en Europe. Diversité, mais en même temps, aujourd'hui, diversification croissante. C'est ça qu'il faut arriver à appréhender. De tout temps, la France a été une conjugaison d'unité et de diversité. Mais de plus en plus, on a une diversification. Auparavant, on avait un opérateur qui était en charge d'un service public. Et on disait, dans le langage commun, la SNCF est un service public. Alors qu'en fait, la SNCF est une entreprise ayant certaines missions de service public, mais il y a aussi des activités commerciales dans le champ concurrentiel tout à fait classique. SNCF est un ou le service public, c'est un abus de langage, parce qu'aujourd'hui c'est plus complexe que cela. Il y a bien un opérateur qui est responsable, qui était responsable, et dans la conception antérieure, celui-ci avait des abonnés ou des usagers qui étaient des assujettis auxquels on délivrait, on octroyait, on rendait un service. Dans une approche de haut en bas, on dit aujourd'hui top-down, une approche uniformisatrice qui se conjuguait bien avec le fameux principe français d'égalité. Tout le monde sur le même plan, traité de la même manière, quelle que soit sa situation, son insertion, son territoire, et ainsi de suite. Pour prendre un seul exemple du droit français traditionnel, les communes, les 36 000 communes françaises, relevaient de la même loi, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur situation. Et le village de 30 habitants relevait de la même loi que Paris, Lyon ou Marseille. On voit bien que c'est de plus en plus incohérent avec les profondes diversifications qui sont intervenues. Diversification des situations, diversification des besoins, mais en même temps des attentes et des aspirations des usagers, des utilisateurs de services publics. Prendre en compte ces évolutions, ces mutations, implique de mettre en œuvre des adaptations, et ça ne peut se faire qu'en organisant la participation de tous les acteurs au plus près du terrain. On ne peut plus, par exemple, traiter des transports en séparant le ferroviaire, le métro, les autobus, les vélos, et ainsi de suite. Non, il faut avoir une approche multimodale des transports, les relations entre les différents modes de transport. Et on a bien vu que cette participation des usagers et des utilisateurs était essentielle quand la France a relancé les transports régionaux de voyageurs par le mode ferroviaire, ce qu'on appelait les TER, transports express régionaux, ont été développés en même temps ce qu'on appelait des comités de ligne. C'est-à-dire qu'on a incité tous les utilisateurs d'une ligne à s'exprimer, à dire quels étaient leurs besoins de transport ferroviaire, pour que ce ne soit pas Paris qui décide comment on allait organiser le transport ferroviaire dans telle région, mais que ça soit au plus près des besoins du terrain. Renversement de perspective, c'est plus du haut en bas, c'est du bas en haut, de ce qu'on appelle le bottom-up, en opposition au top-down. Il faut donc passer d'un modèle unique pour tous les secteurs à la prise en compte des spécificités de chaque secteur. On ne peut pas organiser, gérer de la même manière l'accès à l'eau, les télécommunications ou l'éducation et la santé. On voit bien que chaque secteur a ses modes d'organisation, a ses logiques propres qui impliquent de s'adapter et d'adapter l'organisation à chaque domaine. Prendre en compte la diversité des situations et des besoins implique, et c'est en quelque sorte un prérequis de l'action publique et des services publics, implique d'organiser l'expression des utilisateurs, de leurs besoins et de leurs évolutions. Il ne faut pas rester figé sur l'existant, il ne faut pas rester figé sur « on a toujours fonctionné ainsi », mais mettre en œuvre des adaptations pour répondre encore à la finalité de l'action publique et des services publics, répondre aux besoins des utilisateurs. Il y a donc un besoin de participation. Ce n'est pas un plus qui viendrait permettre des améliorations de détail. Non, c'est le fondement même de l'action publique et des services publics que de partir des besoins des utilisateurs.
Si nous observons le paysage des collectivités territoriales en Europe, nous constatons deux choses. D'abord, une extraordinaire diversité, des identités multiples, très riches, parfois plus anciennes que les États eux-mêmes, en pleine évolution d'ailleurs, et nous voyons surtout que chaque pays a trouvé sa façon de s'organiser. Si on cherche des points communs, on voit deux choses. On voit plutôt un renforcement du positionnement des collectivités territoriales, qu'elles soient locales ou régionales, bien que la crise des dernières années a conduit un peu à affaiblir les collectivités, souvent dans un processus un peu machiavélique. On leur donne plus de responsabilités et moins de moyens. L'autre tendance lourde qu'on peut constater, c'est que partout, les formes classiques de démocratie représentative évoluent, ne sont plus satisfaisantes en tant que telles et font appel à des nouvelles formes de participation plus directe. Participation de ce qu'on peut appeler la société civile organisée, tous les mouvements, les organisations, les structures qui se mettent en place, ou tout simplement aussi la participation citoyenne tout court, qui parfois est d'ailleurs très individuelle. Il y a beaucoup de collectivités qui recherchent maintenant des formes de dialogue direct avec la population via Internet, ou alors collectives, parce que des gens ayant des intérêts communs s'associent, même si c'est momentanément, pour mieux défendre leurs intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. L'action publique est donc, parmi ces diversifications, toujours territorialisée, ancrée sur un territoire, et nos territoires sont très différents d'une région à une autre, d'un territoire à l'autre. Les spécificités de chaque territoire vont amener, pour chaque activité, chaque politique publique, chaque service public, à réfléchir à quel est le territoire pertinent d'organisation, de définition et d'organisation, celui auquel on va définir le mode d'organisation du service. Ayant défini ce territoire pertinent, aujourd'hui on est amené à désigner l'autorité organisatrice, pilote, qui va être, dans le cadre de ce territoire pertinent, en charge de la responsabilité, mais sur la base du développement de coopération, de synergie. L'autorité organisatrice a la responsabilité, in fine, des décisions stratégiques, des arbitrages, mais ce n'est pas un pouvoir dictatorial qui existe, c'est un pouvoir de mettre en œuvre les dynamiques de tous les acteurs et de tous les territoires. Et donc, la participation, elle peut exister en amont de l'action publique et du service pour concevoir, co-concevoir l'action publique, la co-définir, la co-construire, la co-organiser. À l'opposé, en aval du service, en matière en particulier d'évaluation, mesurer si le service fonctionne bien ou mal et quelles améliorations il y a lieu d'apporter. Elle peut être aussi, cette participation, en continu, de l'amont à l'aval, pour s'adapter en permanence aux besoins et aux aspirations. Et par exemple, nous y reviendrons, pour organiser l'expression et le traitement des plaintes des utilisateurs. On a vu, ceci dit, dans le développement de l'intervention multi-acteurs, on a vu se développer, en France comme en Europe, toute une série de partenariats publics-privés, ce qu'on appelle les PPP, partenariats publics-privés, consistant à conjuguer des responsabilités publiques et de l'action des opérateurs, des acteurs privés, qui soient d'ailleurs d'économie sociale ou coopérative, ou que ce soit des groupes privés tels que l'on connaît. Et on a vu se développer des délégations de services publics, ce qu'on appelle des PPP contractuels, des contrats de services publics avec délégation. Mais en même temps, on a vu se développer des sociétés d'économie mixte, ce qu'on appelle des PPP institutionnels, avec création d'une entité, d'une instance, d'une entreprise ad hoc pour gérer un service en commun, avec des capitaux publics et privés.
À ce niveau-là aussi, le monde a beaucoup changé. Je crois que les rôles respectifs restent différents. Une entreprise privée a quand même comme objectif prioritaire de faire gagner de l'argent à ses propriétaires. Les services publics ont à réaliser le bien commun. Mais il ne faut pas exagérer dans la différence. Je crois que les entreprises privées ont aussi un rôle très important en matière de bien commun, d'équité, de solidarité. Et une entreprise qui veut réussir a besoin de beaucoup d'équilibre et pas seulement de la shareholder value. Et un service public a tout intérêt à s'inspirer de sa façon de travailler des méthodes de gestion qui sont applicables dans le secteur privé. Les deux se rapprochent d'ailleurs à beaucoup d'égards. Il reste des différences, mais on peut apprendre beaucoup l'un de l'autre. Et en plus, il y a pas mal d'enjeux où ça mérite vraiment qu'on essaye de coopérer. De coopérer parce que l'apport du privé et l'apport du public peuvent ensemble arriver à un résultat meilleur que ce que chacun ferait en se gardant un peu en chien de faïence ou en faisant uniquement des relations classiques de commande publique. Parfois, des vraies synergies peuvent être réalisées et il faut évidemment aussi, quand on va vers ce genre de synergie, toujours être attentif à tous les abus qui sont possibles. Il faut quand même que chacun garde sa responsabilité, mais il y a beaucoup d'intérêt à réussir les opérations de partenariat public-privé, pour lesquelles d'ailleurs il y a d'innombrables formes possibles en termes de gestion concrète ou de gestion financière, mais si chacun doit prendre un bout de responsabilité et de risque, c'est parfois la meilleure façon de minimiser les dangers d'échec d'une manière générale. Mais la participation ne se limite pas, quoi qu'en pensent certains, au développement des partenariats publics-privés. Ça va bien au-delà et ça pose des enjeux de gouvernance. La participation, elle implique dans la matière de revoir fondamentalement nos modes de gouvernance. La participation, l'expression de la société civile, des citoyens et des usagers, a trop souvent été ignorée ou mise en doute parce qu'on pensait que les pensées individuelles étaient moins précises, inadéquates, peu pertinentes ou marquées par le consumérisme que celles des élus ou des techniciens qui, eux, portaient l'intérêt général par essence, par nature. Eh bien, il faut conjuguer les uns et les autres pour avoir une gouvernance partenariale, multiniveau et multi-acteurs. De ce point de vue-là, on peut prendre des exemples, par exemple, d'enquêtes et de ce qui se passe, d'enquêtes développées par l'OCDE. Oui, donc c'est une enquête de l'OCDE faite auprès des gouvernements nationaux en 2010 concernant le développement de la coproduction et de ses déterminants qui indique que pour la majorité des États membres de l'organisation qui ont adopté la coproduction dans leurs pratiques et actions publiques, les objectifs ont d'abord été le développement de l'implication des utilisateurs, puis l'amélioration de la qualité du service, avant le meilleur rapport entre qualité et le prix de ces services, ainsi que l'accroissement de la confiance dans les autorités publiques, l'accroissement de la productivité de services et la réduction des coûts qui vient loin derrière toutes ces autres raisons. Toutefois, cette enquête permet d'observer qu'en dépit d'une importance accrue donnée au rôle central de l'usager, la coproduction reste en cours de développement dans les pays de l'OCDE.